Donc, à l'ordre du jour. Oui, du coup, on va avoir, comme vous avez pu le voir dans l'invitation, 3 sujets. Le premier, ça sera le recensement agricole 2020 de la filière bovin-viande présenté par, la DRAF Centre Val de Loire. On poursuivra ensuite par une présentation du 6e programme herbe et fourrage, présenté, par le réseau des chambres d'agriculture du Centre Val de Loire et on terminera ce webinaire par, une intervention de la ferme expérimentale des Bordes sur, les cultures fourragères d'été. Voilà et donc pour commencer, on laisse la parole à monsieur Gaëtan Bisson de la DRAF, Centre Val de Loire pour, le recensement, le recensement agricole 2020 et donc on vous laisse nous dire dès qu'il faut passer, la diapositive. OK. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis, Gaëtan Buisson, chef du service régional de l'information statistique et économique de la DRAF, Centre Val de Loire. Nous avons procédé à un recensement agricole, sur la campagne 2020, qui est un recensement agricole qui a lieu tous les 10 ans et donc je propose de vous présenter une partie des résultats régionaux pour la filière, des bovins viande. Quand j'entends filière bovin viande, on a fait en fait un sous-ensemble des exploitations qui ont des bovins viande, que ce soit des vaches allaitantes ou des veaux de boucherie. Donc, on peut passer à la prochaine. Une petite introduction sur le recensement de 2020. Donc, on a mis en œuvre ce recensement donc, à partir d'octobre 2020 jusqu'en mars 2021. Une grande partie des questionnaires a été gérée par un prestataire qui est BVA et donc avec un questionnaire simplifié par Internet. Ça représentait 18 815 exploitations qui ont été enquêtées de cette façon, avec des relances par Internet, SMS, téléphone, une assistance aux internautes éventuellement. Quand la connexion Internet n'était pas simple ou que la personne n'était pas très à l'aise avec Internet, le questionnaire a pu être fait par téléphone, voire même par papier. Et en complément de ce questionnaire géré par Internet, on a procédé à 3 983 enquêtes sur place par des enquêteurs dans les territoires, avec des questions un peu plus précises pour approfondir sur un échantillon. Qui permet d'avoir des réponses à l'échelle départementale, mais pas à l'échelle communale. Tandis que sur les questions plus générales et simplifiées, l'ensemble des données sont ramenées à la commune du siège de l'exploitation. Donc au final, dans ce recensement, on a eu un taux de réponse aux alentours de 98%. C'est une enquête qui est obligatoire, donc on a généralement des taux de réponse qui sont plutôt corrects. Et ça nous permet de faire tout un tas d'analyses sur l'agriculture et son évolution dans les dernières années. Diapo suivante. Donc, pour introduire un petit peu l'élevage en Centre Val de Loire, la répartition des UGB, des unités gros bovins par espèce est la suivante. On a les bovins qui sont quand même très dominants avec 63% de l'ensemble des UGB de la région. Ensuite arrivent les volailles pour 16%, les porcins. Les ovins caprins représentent chacun 4% et puis les équins 1%. Si on regarde en nombre de têtes, entre 2010 et 2020, on voit que l'ensemble des élevages ont diminué leur nombre de têtes. En bleu, vous avez 2010, en orange, 2020. Donc les vaches allaitantes ont diminué, les brebis également, les chèvres, les vaches laitières également, les poulets de chair. Les porcins se sont à peu près maintenus. Les poules pondeuses sont en diminution et les équins également. Bon, les diminutions sont plus ou moins importantes selon les espèces. Et ça permet de voir à peu près l'ampleur de la diminution. Ça, c'est une introduction générale. On passe ensuite. Alors, dans la région, en Centre-Val de Loire, on a 3512 exploitations qui détiennent des bovins viande, avec une diminution en 10 ans de 21% de ces exploitations, ce qui est à peu près la moyenne de la diminution des exploitations régionales, toutes orientations confondues. J'ai remis ici l'orientation majoritaire, enfin les orientations différentes qu'on retrouve pour les exploitants qui détiennent
des bovins viande. On voit que l'orientation bovin-viande spécialisée est encore la plus représentée, ainsi que celle de la polyculture élevage qui apparaît en orange. Et globalement, 7 exploitations sur 10 dans la région qui détiennent des bovins viande sont spécialisées en bovins viande ou en polyculture élevage. D'ailleurs, les spécialisés bovins viande ont un petit peu moins diminué parce que la diminution du nombre d'exploitations spécialisées n'est que de 18%, en lien avec le 21% des exploitations qui ont diminué globalement. Les exploitations de grande culture ont également diminué, comme celles des autres herbivores. Donc globalement, on a un élevage bovin-viande très orienté polyculture élevage et élevage spécialisé. Diapo suivante. Donc, en lien avec ce 21% d'exploitation détenant des vaches allaitantes, cette diminution de 21% donc, est à mettre en lien avec la diminution de 7% des effectifs de vaches allaitantes en 10 ans. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les élevages qui détiennent des bovins viande sont de plus en plus grands. Et j'ai représenté ici le nombre de têtes détenues par des élevages selon la taille de l'élevage, donc les tailles de moins de 20 vaches allaitantes par troupeau. On voit le nombre de têtes qui sont dans ces configurations-là. Et à l'extrême opposé, les troupeaux de 100 têtes et plus détiennent de plus en plus de têtes. Et donc, le nombre de vaches dans des grands troupeaux augmente. On a à peu près un équilibre entre 80 et 99 vaches, une légère diminution, mais toutes les autres catégories voient le nombre de leurs vaches diminuer. Donc, on a des élevages de plus en plus grands. Et quand on... Juste la carte après. Voilà. Si on compare la taille moyenne des cheptels de vaches allaitantes en 2010 dans la région, donc j'ai fait des classes là, de 0 à 20, 20 à 35, c'est le nombre de vaches allaitantes par exploitation, et puis en foncé, là, on est entre 80 et 95. On voit que globalement, globalement dans les régions entre guillemets spécialisées, le nombre de têtes par troupeau a augmenté entre 2010 et 2020. Et puis, il y a des endroits où, notamment dans la partie bosseronne de la région, où le cheptel, la taille moyenne des cheptels a diminué. Mais globalement, on a un renforcement de la taille des cheptels un peu partout. La carte se fonce entre 2010 et 2020. On a une taille de cheptel qui est relativement élevée par rapport à celle du troupeau national, hein, puisque en moyenne, dans la région, on est aux alentours de comment France entière, on est à 49 vaches allaitantes par exploitation, et dans la région, c'est beaucoup plus élevé. On doit être autour d'une soixantaine. Je retrouve la donnée, hein, excusez-moi. On est à 79 vaches dans l'Indre, 81 dans le Cher, et donc avec une moyenne France entière de 49. On a une spécificité régionale de plutôt grands troupeaux dans nos exploitations qui détiennent des vaches allaitantes. Diapo suivante. Globalement, quand on regarde la région, alors j'ai représenté ici en couleur l'évolution de la densité des vaches allaitantes dans les territoires. Donc en bleu, c'est une diminution de la densité de vaches allaitantes dans le territoire, et en couleur plus chaude, c'est une augmentation. Donc on a une augmentation plutôt sur la partie Loiret et partie Loire vers Tours. Et partout ailleurs, on a une diminution de la densité de vaches allaitantes par kilomètre carré de territoire. J'ai représenté également avec des cercles celles qu'on constate en 2020. Et donc, en fait, on voit que c'est dans les territoires
dans les bassins de production historiques, hein, qu'on a les baisses de cette densité. Alors que ce soit dans le sud du Cher ou le sud de l'Indre, on a des baisses de densité. Bon, il y a également des baisses de densité dans des territoires un peu moins historiques, mais voilà, ça c'est des variations de nombre d'élevages assez faibles. On voit tout de même quand même donc dans les bassins de production historiques que ça diminue. Même dans le Perche, hein, on a une assez forte diminution de la densité des vaches allaitantes. Et ça se traduit également par une baisse du chargement global moyen, puisque le chargement en 2010 sur la région était de 1,16 globalement pour les exploitations qui détiennent des vaches allaitantes. Et on est passé en 2020 à 0,95, avec 2 départements en particulier qui sont de plus en plus extensifs, que sont le Cher et l'Indre, avec pour le Cher 0,93 UGB par hectare de surface fourragère, et dans le 36, on a 0,91. Les exploitations de vaches allaitantes où le chargement est le plus élevé sont plutôt dans l'Eure-et-Loir, avec, vous le verrez dans la diapo suivante, ah mince, non, c'est encore après. Excusez-moi, j'ai inversé 2 diapos. Avec en fait, ce chargement est à mettre en lien avec la part du maïs en silage présent dans les exploitations. Et on voit que le Cher et l'Indre, où le chargement est le moins élevé, on a la part de surface fourragère et notamment de prairies qui est la plus importante dans les exploitations. Globalement, toutes les exploitations qui détiennent des bovins viandes ont quand même une part de céréales assez importante. Et c'est donc d'autant plus le cas dans l'Eure-et-Loir, le Loiret ou le Loiret-Cher. Les prairies, en revanche, sont bien présentes dans le Cher, l'Indre, pour l'essentiel. Donc ça, ce sont des moyennes, hein, et donc plus on a de maïs en silage, et bien évidemment, ça permet de renforcer un peu le chargement. Et quand on compare à la France métro, on voit que finalement la région montre des surfaces agricoles pour les détenants des vaches allaitantes beaucoup plus étendues, et une part de céréales supérieure à la moyenne métropolitaine. On peut revenir à la diapo d'avant. Une des particularités de la région aussi, c'est d'être très orienté sur le naissage. Quand on regarde le nombre de vaches mères sans aucun atelier d'engraissement dans les exploitations, on est sur une moyenne régionale qui est à 6 sur 10. Hein. Il y a 6 exploitations sur 10 qui font aucun engraissement parmi les détenteurs d'élevage bovin viande. L'Indre étant le département avec le taux le plus élevé, on a 69% d'exploitations qui n'ont pas d'engraissement. Moyenne française, elle est à 48. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a des filières qui sont très orientées sur la vente de broutards, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. En tout cas, l'engraissement est très peu présent dans nos exploitations, et en particulier dans les 2 gros bassins de production que sont le Cher et l'Indre. Je vais passer à la suivante. Si on regarde la structure des exploitations, donc leur statut notamment, on voit que les exploitations individuelles, c'était 63% des exploitations en 2010, c'est plus un peu plus de la moitié maintenant, 52%. Et on a une augmentation du nombre de GAEC, de ARL et d'autres statuts type SCEA, etc., mais surtout de ARL et de GAEC dans les exploitations. Alors ça, c'est en lien aussi avec l'augmentation de la structure économique, hein, de ces exploitations, puisqu'elles sont de plus en plus grandes, avec des cheptels de plus en plus importants, et donc l'organisation en exploitation individuelle parfois peut être considérée comme étant un risque pour l'individu. Cependant, quand on regarde les ERL et les autres statuts,
on a regardé le capital social et globalement 94% des exploitations ont la totalité de leur capital social qui est détenu par soit les exploitants, soit leur famille. Et donc globalement, on n'a pas un phénomène d'investissement massif venant de l'extérieur sur les exploitations de bovins viande. Ceci dit, c'est le cas, c'est vraiment le cas de manière marginale. C'est vrai que c'est assez médiatique ce phénomène-là, mais finalement, quand on regarde de manière précise, c'est plutôt marginal dans l'ensemble de l'agriculture régionale. Et on a dénombré 30 exploitations qui sont détenues par soit d'autres sociétés, soit par des personnes qui ne travaillent pas sur l'exploitation et qui ne sont pas en famille avec les exploitants. Donc c'est un phénomène qui n'est pas très présent. Au niveau du foncier, donc les exploitations individuelles globalement exploitent 200 000 hectares et un tiers est en propriété, le reste en fermage principalement. Pour ce qui est des sociétés, donc GAEC, ERL et SCEA et autres, on a 340 000 hectares qui sont exploités et la moitié de ces hectares sont loués à un associé qui est propriétaire lui-même ou locataire. Et donc, on voit que ces exploitations qui étaient individuelles et qui sont passées sous statut d'ERL ou de GAEC ou d'autres, généralement, ils ont tendance à. L'entreprise n'est pas propriétaire des terres, ni même locataire directement. Il y a quand même beaucoup d'associés qui sont encore locataires ou propriétaires des terres, ce qui leur permet d'en jouir encore si d'aventure ils sortaient de la structure juridique. Donc il y a une certaine forme de sécurisation du foncier qui est maintenue malgré le fait qu'on passe sur des structures avec des formes juridiques. Diapo suivante. Quand on regarde le niveau de formation des exploitants, on voit qu'entre 2010 et 2020, en fait, le niveau de formation s'est nettement accru, que ce soit sur des études secondaires longues agricoles ou des études supérieures agricoles. Dans tous les départements de la région, on est passé d'une vingtaine de pourcents de personnes qui avaient ce type de formation à une quarantaine maintenant. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on observe aussi au niveau métropolitain. Hein. Et c'est particulièrement présent sur le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Mais les études supérieures agricoles sont également très présentes sur le Cher et l'Indre, avec des niveaux de formation des exploitants qui sont vraiment en hausse. Et si on comparait à 1970, ça sera encore plus prégnant. Donc des exploitants de plus en plus formés qui sont dans des exploitations avec des formes juridiques plus complexes et des surfaces et des cheptels qui sont en augmentation. Diapo suivante. Après, si on regarde les classes d'âge, c'est vrai que l'âge des chefs d'exploitation est en augmentation importante. Hein. Ici, vous avez en transparent la période 2010 et en plus foncé la période de 2020. Mais les seules classes d'âge où les effectifs augmentent, c'est au-delà de 61 ans. Les reculs successifs des âges de départ à la retraite font que, de fait, l'accès à la retraite est repoussé hein, pour une partie. Mais on voit qu'il y a un creux générationnel, là, au-delà de 40 ans, entre 40 et 55. C'est là qu'on a le plus de baisse d'effectifs. En revanche, dans les classes d'âge inférieures, et notamment chez les femmes, on a une tendance au maintien des effectifs dans les exploitations agricoles. Bon, ceci dit, hein, quand on regarde les effectifs, l'élevage bovin-viande, ça reste quand même une affaire d'hommes, hein, avec une très grande majorité d'exploitants qui sont de sexe masculin. Diapo suivante. Pour les plus âgés, donc il y a 817 exploitations hein, qui sont concernées par un chef qui a plus de 60 ans. Ça représente 87 481 UGB dans ces exploitations. Alors pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de départ envisagé.
La reprise est quand même relativement connue, hein, puisqu'il y en a plus de 300 là, qui connaissent le repreneur, qu'il soit un repreneur familial ou un repreneur externe. Mais on peut quand même se poser la question des plus de 250 qui ne savent pas et des quasiment 60 qui envisagent donc la disparition de leur exploitation. Donc au final, ça fait 321 exploitations qui sont menacées à relativement court terme, hein, puisqu'on peut poser la question sur le départ envisagé dans les toutes prochaines années, hein, dans les 5 prochaines années. Et donc, c'est 321 exploitations qui sont menacées, ce qui représente à peu près 28 000 UGB concernés. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est un vrai sujet. Diapo suivante. Après, ce sujet-là n'est pas aussi prégnant dans tous les départements. Si on regarde les départements les plus concernés, évidemment le Cher et l'Indre, de fait, ayant plus d'exploitants avec des troupeaux bovins viande, sont plus concernés, mais on voit une nette différence entre l'Indre et le Cher tout de même, avec l'Indre qui a beaucoup plus d'exploitations concernées par une difficulté et un cheptel également assez important de menacer dans les prochaines années. Diapo suivante. Et on s'est intéressé donc également aux installés récents, puisque c'est aussi un vrai sujet. Si on regarde la répartition des exploitants, alors là par contre j'ai mis la répartition de l'âge tout court des détenteurs d'élevage bovin. Globalement, elle est à peu près similaire à celle de la France, hein, c'est-à-dire qu'on a 6% de personnes qui ont 30 ans ou moins parmi les chefs ou les associés, 16% contre 31 et 40 ans, et puis derrière, on a 16% qui ont entre 61 et 70, et puis 3% entre 71 et plus. La répartition est à peu près similaire à celle qu'on observe France entière, peut-être un peu plus âgée, puisqu'on a 1% de moins dans les classes d'âge de moins de 30 et moins de 40, et puis on a 3% de plus entre 61 et 70. Donc on a une population un petit peu plus âgée que la population moyenne France entière sur les détenteurs d'élevage de bovins viande. Donc l'orientation des installés depuis moins de 10 ans, c'est la petite barre de tout en bas. Ben, elle est à peu près la même que celle d'ailleurs des exploitations détentrices de bovins viande. Hein. Donc principalement bovins viande et polyculture élevage. Tu mets tout au point mort. Avec un peu plus de 400 exploitations donc dans ces deux orientations technico-économiques. On a aussi pas mal d'exploitants en grande culture hein, qui détiennent des bovins viande, quasiment une centaine. Et puis ensuite, on a, de manière un peu plus marginale, ceux qui ont d'autres herbivores, des bovins laits. Des bovins laits combinés avec de la viande, et puis des porcins et d'autres orientations. Et pour ceux qui ont moins de 30 ans, on a un petit peu plus d'orientation grande culture que la moyenne, et un petit peu moins de bovins viande. Les autres répartitions sont à peu près équivalentes. Diapo suivante. Pour terminer, donc les exploitations de bovins viande en Centre-Val de Loire, c'est une croissance de plus de 100% en 10 ans sur l'agriculture biologique. Maintenant, en 2020, on était à 5,8% d'exploitations qui pratiquaient l'agriculture biologique sur leur exploitation. On a 622 élevages qui font du circuit court et 15,7% qui sont engagés en signe de qualité, surtout en label rouge. On est autour de 12% sur le label rouge en viande bovine. Et puis, c'est 6468 personnes qui travaillent de manière permanente dans ces exploitations. Ça représente à peu près 5500 équivalents temps plein et 170 ETP, donc équivalents temps plein de saisonniers au sein de ces exploitations. Diapo suivante. Si vous voulez plus d'informations,
On a fait une publication donc, qui est sortie il y a quelques mois là, sur les bovins viande spécifiquement. Donc, qui est accompagnée, donc une publication qui est accompagnée des données hein, en fichier Excel. Tout ça, c'est disponible sur le site de la DRAF Centre Val de Loire. Vous cherchez les données du recensement agricole dans les thématiques. Vous avez une thématique bovin viande. Également, il y a sur le site agreste.agriculture.gouv.fr, vous pouvez trouver des données et des cartos, une data visualisation également sur l'ensemble de l'agriculture métropolitaine et régionale, départementale. Voilà. Je reste à votre disposition pour des questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on a un petit temps d'échange de 5-10 minutes. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'Emmanuel, tu lèves ta main. Oui, alors merci d'ailleurs pour votre présentation, honnêtement, qui était très complète. Je voudrais juste revenir sur une de vos diapos par rapport au fait qu'on soit plutôt naisseur qu'engraisseur. Si vous pouviez revenir, vous savez, sur la diapo, pour être sûr de bien comprendre. Oui. Il faut que je revienne sur la diapo. Sur laquelle diaporama, excusez-moi. Sur le tableau avec les naisseurs. Voilà. Hop là. Donc voilà, alors c'est ça, donc quand il y a marqué atelier d'engraissement, c'est des ateliers d'engraissement à côté ou c'est l'engraissement du cheptel souche? Alors, l'atelier d'engraissement sans vache mère, c'est les veaux de boucherie. C'est des gars qui achètent des veaux, qui les engraissent. D'accord, d'accord. Donc, alors avec vache mère et sans atelier d'engraissement. Donc ça, c'est l'engraissement, la colonne du milieu où il y a honnêtement, c'est l'engraissement des vaches de réforme. C'est bien ça, hein? Celle du milieu? Ouais. Non. C'est ça, ce serait un atelier d'engraissement qui serait en plus de l'élevage souche. Potentiellement. Ouais. Il y a tout type d'engraissement. Ça peut être des veaux, mais ça peut être d'autres bovins aussi. D'accord. D'accord, d'accord. Bah, vous avez parfaitement répondu à ma question. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Oui, Jean-Marie. Vous pouvez prendre la parole, il faut juste réactiver votre micro, voilà. Oui, justement, je cherchais le micro. C'était juste sur une diapo un petit peu avant celle-là, sur la taille des cheptels. Sur les diapos, c'est marqué qu'il s'agit du nombre de vaches. Et vous avez parlé du nombre de têtes. Alors, est-ce qu'il s'agit bien du nombre de vaches? Alors, sur les cartes, là, c'est le nombre de vaches allaitantes, ouais. Ouais, donc c'est bien le nombre de vaches. Ouais. Ouais, ok. Et j'avais une autre question après sur les installations. Pour bien comprendre aussi, je suis surpris, là, il y a des personnes qui s'installent qui avaient 70 ans, 60 ans? Oui. Oui? Oui, ça arrive, oui. Non, pardon. Sur la répartition des âges, là, non, je l'ai dit, pardon. Sur la répartition des âges, c'est pas les installés des moins de 10, depuis moins de 10 ans. Là, les chiffres que j'ai mis là, c'est la répartition de l'âge tout court. C'est-à-dire, je ne comprends pas alors C'est la le répartition de tableau. l'âge des chefs d'exploitation qui sont dans des exploitations avec des élevages de bovins viande.
C'est une Ah oui, transcription de la pyramide des âges qu'on a montré avant. Mais ceci mais dit, il y a alors, quand même des exploitations tardives, hein. Enfin, il y a des installations tardives, notamment féminines. Et est-ce que vous savez le nombre de personnes que ça représente? Les installations tardives? Oui, et même féminines, du Heu, coup, j'aurais voulu savoir la répartition homme-femme. alors je l'ai pas fait sur les bovins viands, je l'avais fait en général, mais je peux le fournir pour qu'on vous l'envoie ensuite, ouais. C'est un traitement à faire. Il faut que je traite les données là-dessus. Donc installation, moins de 10 ans et hommes-femmes par âge. Oui. OK. Merci. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, s'il y en a pas d'autres, moi, j'en avais juste une, Mmh. enfin non, en fait 2 même. C'était pour savoir, est-ce que vous savez la part de la polyculture élevage, parmi les exploitations? Parce que vous avez dit 7 sur 10 sont soit spécialisés bovins viande, soit polyculture élevage. Est-ce que vous savez la répartition entre les 2? Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Et en comparatif par rapport au national? Je ne sais pas si vous avez les Alors, données. polyculture élevage. Alors c'est polyculture élevage, c'est 27% des détenteurs chez nous et au niveau métropole, on est à 16%. Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport aux surfaces agricoles. Vous avez dit qu'en région, elles étaient plus étendues, et que la Ouais, part des céréales était supérieure par rapport à la France. Est-ce que vous savez le ouais. taux d'auto-approvisionnement de ces exploitations par rapport et comparer le chiffre par rapport à la France également? Alors d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire d'autoconsommation des céréales? Oui. Oh, aucune idée. Non, c'est pas des questions qui sont demandées, ça. Non, ça non, non, non. C'est intéressant, je dis pas, hein, mais ça faisait pas partie du questionnaire. On l'avait abordé dans l'enquête de pratique d'élevage de 2015, mais bon, ça commence à dater avec toutes les politiques d'autonomie fourragère et céréalière qu'on a mis en place, donc ça a dû bouger depuis. Mais non, non, en 2020, on n'a pas posé cette question-là. D'accord. Merci. D'ailleurs, Heu d'ailleurs, pour être très précis, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des chargements, j'ai calculé le chargement avec les UGB herbivores et la surface fourragère principale sans les autoconsommations de céréales, qui pourtant interviennent quand on est en effet dans le calcul du chargement ICHN notamment. Mais là, je l'ai pas, donc je l'ai calculé sans ça. Est-ce qu'il reste des questions avant que l'on poursuive avec le second sujet? Je pense que c'est bon. Du coup, merci pour cette première présentation et on va passer, au deuxième sujet de ce webinaire, à savoir la présentation du 6e programme RB Fourrage, pardon, présenté du coup par, Pauline Hernandez et Thomas Rochereau. On vous laisse prendre le contrôle du coup, Et ben, déjà moi j'ai pu autoriser Ça devrait être bon. et je peux plus passer la diapo. Voilà, c'est bon. Mais ça marche, il y a un petit temps de décalage. Ah OK, c'est normal. J'essaie d'ouvrir le OK, projet. télécharger. Je pense que j'ai un problème de Ah, c'est ce qui était déjà ouvert. hop. C'est bon normalement. Merci. Donc du coup, effectivement, avec Thomas, on va vous présenter donc le 6e programme RB Fourrage, donc qui a démarré début 2023 pour 2 ans, donc jusqu'à fin 2024, donc avec un financement de la région Centre-Val de Loire et des fonds FEADER.
Donc, au niveau des partenaires de ce programme, donc, on a tout le réseau des chambres d'agriculture, donc les chambres départementales de la région Centre, Alizé, Touraine Conseil Élevage et des nouveaux sur le 6e programme qui sont également l'implication des GDS Centre et du CIRPO. Je n'arrive pas à passer par contre. C'est peut-être qu'il y a un petit décalage. Donc, je vais rapidement juste faire un retour rapide sur les programmes précédents. Donc, l'année dernière, donc, on avait fêté les 10 ans du programme Herbe et Fourrage, donc le premier programme qui avait débuté en 2013, donc avec l'enjeu global de ce programme qui est de travailler sur la diminution du coût alimentaire et d'améliorer donc l'autonomie via les fourrages. Donc, sur le premier programme, un fort accent mis sur la formation des techniciens du réseau et de la diffusion donc, de connaissances sur la partie gestion et optimisation du pâturage au niveau des élevages de la région. Sur le deuxième programme, prise en compte donc, de l'évaluation technico-économique voilà, sur les résultats des exploitations avec une approche donc, plus globale au niveau des systèmes. Et sur le troisième programme, travailler sur la pérennisation des élevages avec la réduction des coûts de production via l'autonomie alimentaire par les fourrages. Donc depuis le quatrième programme et 2019, suite du coup à de nombreux aléas, notamment climatiques, qui ont frappé la région, donc on parle de sécheresse estivale, d'excès de précipitations par moment, la prise en compte donc de plus en plus de l'adaptation au changement climatique dans le travail du programme Herbe et Fourrage et donc les préconisations que l'on peut faire pour les exploitations. Donc avec tout un travail sur les systèmes fourragers qui vont être non seulement performants économiquement, mais également résilients face à ces différents aléas. Donc pour le 6e programme, les enjeux globaux vont concerner donc le contexte d'adaptation des élevages, non seulement aux aléas climatiques, mais également économiques, avec tout le travail donc, sur l'autonomie fourragère et protéique des élevages, avec pour objectif la viabilité économique des différents systèmes fourragers mis en place par les élevages de la région. Donc l'objectif de ce programme, c'est vraiment de travailler sur l'identification et la caractérisation de systèmes fourragers qui vont être résilients et performants face à ces différents aléas. Donc tout un travail avec une approche globale au niveau des systèmes. Donc l'axe de travail principal, ça va être d'identifier les stratégies fourragères à mettre en place, donc avec caractérisation des systèmes fourragers qui vont être résilients face aux aléas et avec éventuellement aussi la prise en compte de la place des cultures dans les rotations au niveau des différents systèmes fourragers. Et un autre axe de travail qui va être transversal fera plutôt un focus sur la gestion de l'herbe dans ce contexte d'aléas climatiques et économiques. Donc une évolution majeure au niveau de ce 6e programme, ça va être le recrutement fait d'un conseiller fourrage régional, donc Thomas Rochereau, qui va continuer la présentation tout à l'heure, donc avec pour objectif de développer de plus en plus nos actions de démonstration, donc tout ce qu'on peut faire comme action en complémentarité avec les organismes de R&D, donc que ce soit l'INRAE, la ferme expérimentale, des boards, donc dans les différents projets qu'on va vous présenter tout à l'heure notamment. Et donc d'améliorer aussi toute la présence sur le terrain avec les journées de communication, donc soit en exploitation, soit la présence sur les salons, de pouvoir faire plus de publications écrites, de vidéos, et également plus de présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'objectif, c'est toujours de communiquer plus et surtout mieux aux éleveurs de la région. C'est une diapo. Pour revenir pendant je pense que je vais avec les flèches. Ah voilà, ça doit marcher. Donc sur ce 6e programme, nos actions de communication, donc ça va être le maintien de notre flash hebdomadaire, voilà, qui est un des meilleurs moyens qu'on a de communiquer sur les préconisations et la gestion au niveau des systèmes fourragers au fil de l'eau. Donc pour rappel, donc, on peut s'abonner au flash hebdomadaire directement en ligne sur le site du programme Herbe et Fourrage. Pour le recevoir donc toutes les semaines par mail le mardi. Donc on a pour objectif aussi de diffuser des notes techniques donc, qui sont imprimées et envoyées directement aux éleveurs de la région avec un objectif de 6 par an et également communication par article de presse qui
se retrouve aussi donc, sur le site internet, les réseaux sociaux, avec un objectif de 2 articles par mois. Donc, on a également donc, les vidéos témoignages, donc, qui sont des vidéos voilà, pour communiquer sur des pratiques d'éleveurs au niveau de la région, sur l'ensemble des filières, en lien avec un des conseillers, Hervé Fourage, qui l'accompagne. Donc, sur ce 6e programme, on a pour objectif de développer cette communication par vidéo qui fonctionne très bien. Donc, on a un objectif de faire 16 vidéos voilà, sur les 2 ans du programme, voilà, sur toutes les filières, donc bovin-lait, bovin-allaitant, caprin, ovin et également équin sur ce 6e programme. Donc là, il y a justement une première vidéo là, qui a été tournée cette année au niveau du Cher sur la filière bovin-allaitant, donc qui devrait sortir d'ici 1 mois, si tout se passe bien. Après, au niveau des journées de communication, donc l'objectif, comme je vous le disais, c'est de développer la présence sur le terrain, donc intervention sur des journées techniques, des portes ouvertes en ferme, présence également sur des salons, où on a notamment des stands d'herbe et fourrage. Donc là, je vous ai mis quelques journées qui sont prévues. Donc, on a pour objectif d'organiser en septembre dans l'Indre une journée technique autour de la luzerne, donc avec la participation notamment de la ferme expérimentale des Bordes et du réseau Chambre. Et on aura également un stand d'herbe et fourrage au concours national charolais qui aura lieu dans le Cher début septembre, et également la présence d'herbe et fourrage sur le Salon Ferme Expo Tour au mois de novembre. Donc, au niveau de ce 6e programme, également le travail autour de la thématique de l'eau, donc que ça soit voilà, sur la partie abreuvement, qualité de l'eau, voilà, la partie, on va dire, réglementation, référence sur la partie sanitaire, donc d'où l'intégration voilà, des GDS, donc groupe de travail mixte entre la partie chaîne agriculture et GDS sur cette thématique. Donc l'objectif là aussi, ça sera de communiquer via des notes techniques, des vidéos. Donc là, la première chose qui sera faite, ça sera justement une note sur la réglementation autour de l'eau et de l'abreuvement en élevage. Donc, en résumé, hop, tout ce que je vous ai présenté, ça peut se retrouver sur le site internet Herbe et Fourrage et sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit le flash, les guides, les notes, les vidéos, les articles, tous les outils qui ont été produits, vous pouvez les retrouver sur le site internet, les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et également donc, la chaîne YouTube avec tout l'historique des vidéos qui ont pu être produites depuis 2013. Donc, je vais maintenant vous parler plutôt du lien du programme Herbe et Fourrage, qui est vraiment un programme donc, de transfert et communication avec la partie R&D. Donc, au niveau du programme, on va s'appuyer avec le réseau de conseillers sur de la veille technique, sur les fermes ressources que l'on suit dans le cadre du programme, et également à travers un partenariat du programme sur des projets spécifiques, voilà, qui peuvent être portés par la ferme expérimentale des Bordes notamment, l'INRAE, encore le CIRPO. L'objectif, voilà, c'est d'être partenaire de ces projets pour du coup faire le lien le plus direct possible entre la R&D et des préconisations que l'on peut faire pour les éleveurs de la région. Donc là, on va vous présenter au niveau de ce 6e programme. L'objectif était vraiment de renforcer le lien avec la recherche. Et après, dans le cadre du programme, avec l'implication sur certains projets du réseau Chambre notamment, de mener des actions complémentaires dans le cadre de ces projets, avec notamment des essais en bande que l'on peut mettre en place au niveau des élevages de la région. Donc là, l'objectif, voilà, c'est bien d'acquérir des références directement pour les éleveurs et pour la montée en compétences des conseillers, et, voilà, et de transférer des pratiques innovantes auprès des éleveurs. Donc là, je vais céder la parole à Thomas qui va vous présenter donc 6 projets qui ont débuté là en 2023, dont le programme est partenaire et qui sont financés donc, par la région Centre-Val de Loire. Donc, bonjour, donc Thomas Rochereau, le nouveau conseiller herbe et fourrage. Donc pour commencer, le premier projet, c'est un projet de recherche et développement qui est en chef de file l'INRAE, et c'est un projet multipartenaire avec l'IDEL, le réseau Chambre, et financé par la région Centre. Donc le but de ce projet-là, c'est la modélisation des stratégies fourragères, donc notamment avec un objectif d'accompagner les éleveurs dans leur stratégie fourragère.
Donc, notamment, un des premiers objectifs, ça va être de définir ces stratégies fourragères qu'ont les éleveurs de la région centre. Ensuite, ça va être d'étudier les déterminants de ces stratégies, donc notamment savoir quels paramètres influencent sur les stratégies. Et ensuite, ça va être d'évaluer ces différentes stratégies face aux aléas climatiques et économiques. Donc, on a une approche de modélisation du système fourrager comme vous voyez sur le schéma, donc avec une partie de déterminants fixes liés à l'exploitation et une partie plus sur le choix stratégique où l'humain va influencer notamment et les stratégies mises en place. Donc, un autre projet est Glyphovin. Donc là, ça va être le pâturage des surfaces additionnelles par les ovins. Le but de ce projet-là, ça va être d'acquérir des références sur la destruction des couverts par les ovins en alternative du glyphosate et de la destruction mécanique. Donc, ce projet-là va s'intéresser aux conséquences zootechniques, aux conséquences agronomiques sur la parcelle et la culture suivante, et l'intérêt économique et environnemental de ces différentes pratiques, entre le glyphosate, la destruction mécanique et le pâturage au vin. Donc ce projet-là est en chef de file le CIRPO et multipartenaire avec l'IDEL et le réseau Chambre. Un autre projet est Circulaire. Donc là, on va s'intéresser sur la production d'un concentré céréalier à la ferme, avec en chef de file l'INRAE et en multipartenaire le CIRPO, l'IDEL, la ferme expérimentale des Bordes, le réseau Chambre et 2 lycées agricoles, celui de Bourges et de Tours. Donc l'objectif de ce projet, ça va être d'acquérir des références sur l'impact et la valorisation des métaux grains au sein de la ferme. Donc, on va étudier les performances des animaux, donc sur les bovins et les ovins. On va étudier le temps de travail pour les éleveurs. Et ensuite, on va faire un bilan économique et environnemental des exploitations qui ont mis en place cette pratique-là. Et le but, ça va être d'étudier les impacts des conditions climatiques sur le succès ou non des métayers et sur les adaptations de la ration suite au métail, suite à la récolte du métail. Un autre projet est le renforcement du réseau régional de référence sur la croissance des prairies, où dans ce programme-là, on a augmenté les points de mesure et on a ajouter des autres mesures, donc sur notamment la densité, essayer de créer un nouveau référentiel propre à la région centre sur la densité des prairies. Donc là, le but, ça va être d'acquérir des références régionales sur la croissance des prairies et notamment de renouveler les références sur la densité. Donc le but, ça va être, on a pris en compte différentes prairies, donc prairies permanentes, temporaires, au sein de l'ensemble de la région centre et dans différents contextes pédoclimatiques de la région. Donc, en multipartenaire, ce projet est multipartenaire avec notamment le réseau Chambre, TCEL, Alizé, l'INRA et la ferme expérimentale des Bordes. Donc, un autre projet, c'est Coupeteau. Donc là, c'est en chef de file, c'est la ferme expérimentale des Bordes. Donc, sûrement que la ferme expérimentale des Bordes développera peut-être un peu plus juste après ma présentation. Donc là, le but, ça va être d'acquérir de nouvelles références sur la date de la première coupe, qui est de plus en plus précoce avec les années climatiques que l'on connaît.
sur des prairies qui ont plus de 4 ans. Donc là, le but, ça va être d'étudier la productivité annuelle et pluriannuelle d'une prairie, l'évolution du taux de légumineuses dans les rendements et la pérennité des espèces semées et présentes à l'état initial. Et ensuite, ça va être d'étudier la valeur alimentaire au cours d'une année et au cours des différentes années qui se poursuivent. Donc le dernier projet, c'est Estival. Donc là, toujours en chef de file, la ferme expérimentale des Bordes qui complétera ce projet-là, l'explication de ce projet-là. Donc là, le but, ça va être d'acquérir des références sur le pâturage de cultures fourragères d'été, en étudiant les stades de pâturage sur plusieurs espèces, donc le moa, le tèpe grasse, le sorgho, et d'étudier l'impact sur les animaux et d'étudier le lien entre animal et végétal, en faisant une analyse économique en comparaison à du pâturage estival et une prairie permanente ou temporaire que l'on connaît. Donc voilà. C'est la fin de l'instant. Je vois que Christelle a levé la main pour intervenir. Une question. Ah, on n'a pas le son, Christelle. Oui. C'est mieux? Oui. Vous m'entendez? Oui, Oui. juste une petite question par rapport à ces 6 programmes-là. Ça veut dire qu'effectivement, après les résultats, etc., on est bien d'accord qu'on les met en perspective de l'impact économique pour l'exploitant. Oui, tout à fait. De toute façon, dans chaque projet, il y a la partie évaluation économique des différents leviers. Oui, tout à fait. Voilà, on a l'aspect technique, effectivement. Est-ce qu'il y a l'aspect économique? Est-ce qu'il y a l'aspect aussi gestion du temps ou pénibilité ou matériel? Oui, bah, l'objectif, effectivement, c'est de prendre en compte ça également quand on fait une comparaison là, des différents leviers avec une pratique plus classique. Là, je pense par exemple au pâturage estival d'une prairie. L'objectif, c'est de voir effectivement s'il y a des modifications en termes de temps de travail, de matériel, de le prendre en compte dans l'analyse économique. Ok, merci. J'avais un peu la réponse, mais je trouvais que c'était intéressant de le partager. Oui, merci Christelle. Que vous avez d'autres questions ou remarques? Parce qu'après, dans tous les cas, voilà, la ferme expérimentale des Bordes vont développer toute la partie notamment culture fourragère estivale, parce que voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'était que ce projet-là vient dans la continuité d'un historique d'essais plutôt évaluation agronomique qui sont mis en place là, depuis 2019 en région Centre dans le cadre d'autres projets. Donc on a déjà des références, mais pas forcément sur la partie pâturage. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'aller faire la deuxième étape. On a Emmanuel Bonnet qui a posé une question dans le chat en demandant au niveau des vidéos YouTube combien en moyenne il y a de vues sur ces vidéos. Voilà, c'est assez variable. En général, on a des vues qui montent quand même à plus de 500 et qui dépassent les 1000 pour certaines vidéos. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste du coup, quand on donne ce nombre de visualisations, moi, ça ne me parle pas du tout en fait. Est-ce que vous, par rapport à vos objectifs, vous vous dites sur une vidéo comme ça, quand on a déjà 500 ou 1000 vues, c'est une bonne chose? Vous voyez, je ne me rends pas compte. Oui, bah nous, effectivement, enfin, personnellement, je pense qu'un objectif de 400-500 vues, c'est déjà pas mal sur ce genre de vidéo, sachant que ce sont des vues voilà, directement. Après, les vidéos, on les réutilise aussi, nous, dans le cadre de l'animation de groupe, de formation. Donc, on a des vues par ailleurs. Donc, là, c'est les vues directes sur YouTube, mais après, il y a les différents supports. Donc, il y a les vidéos qui sont des fois stockées directement sur Facebook. Donc, c'est des vues qui s'ajoutent et qu'on comptabilise en plus pas. Voilà. D'accord. Par contre, c'est intéressant parce que ça veut dire que toutes ces vidéos sont exploitables par tous les COP, Oui. voilà, tous les acteurs qui peuvent être autour de la table aujourd'hui ou plus largement sur l'ensemble de la filière bovin-viande peuvent justement exploiter ces outils-là pour communiquer lors de différentes journées AG ou autres, quoi.
Exactement. Et après, on participe aussi au niveau supérieur. Il y a des vidéothèques qui sont mises en place au niveau national. Donc, c'est des vidéos qu'on fait aussi remonter pour les diffuser plus largement, même en dehors de la région centre. Parce que bon, il y a des choses des fois spécifiques à notre contexte, mais il y a des choses qui peuvent très bien s'exporter dans d'autres régions, voilà, qui peuvent alimenter aussi des éleveurs ou du conseil plus largement au niveau des techniciens. Ok, merci. Moi, j'avais une question par rapport, donc vous avez commencé à le dire qu'il y avait des projets qui avaient un peu commencé. Il y avait déjà eu des acquisitions, pardon, de références. Par rapport là aux autres projets R&D que vous avez présentés, quand est-ce qu'ils vont commencer et sur quel pas de temps? Vous parlez de quel projet là exactement? À partir de la modélisation des strates fourragères. Ah oui, ça, ce sont des projets qui ont été lancés là, cette année. Bon, certains mis en place déjà fin 2022, mais lancement vraiment 2023. Donc, suivant les projets, ça peut être sur une durée de 2 ans de suivi, 3 ans sur le projet, et le maximum, c'est sur le réseau de référence sur la croissance des prairies qui est jusqu'en 2027. Mais tous ces projets ont vraiment débuté en 2023. Ok. Dans le chat, il y a une remarque d'Emmanuel Bonnet, je pense que c'est une remarque, qui dit: «Les vidéos techniques ont l'avantage d'être utilisées comme tutoriel». Oui, complètement. Je pense que c'est une approche vraiment très complémentaire avec toutes les diffusions écrites, notamment qu'on peut faire. Et puis l'avantage de ces vidéos, c'est qu'on fait parler aussi directement les éleveurs qui ont mis en place des choses chez eux. Et voilà, c'est un des meilleurs moyens quand même de faire passer le message à d'autres éleveurs, plutôt que ça soit un truc des fois très descendant de la part d'un conseiller ou un compte-rendu d'essai qui ont leur nécessité aussi, mais qui des fois sont moins parlants, et avoir vraiment un éleveur qui témoigne de sa pratique, des avantages et des inconvénients qu'il a vus sur son exploitation, c'est forcément des messages qui portent plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe du coup à la dernière thématique de ce webinaire? Je reviens. Bon, du coup, vu qu'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant aux cultures fourragères d'été pour savoir si on est sur des leviers ou face au changement climatique. Donc là maintenant, ça va être hop là, Carole, voilà, parfait. Ok. Vous m'entendez? De loin, Thomas. Oui. De loin. C'est mieux là? Oui. C'est toujours pareil. Pourtant, moi, je le sens à fond de mon côté. Je sais pas si vous vous entendez mieux. Non, je vois des noms de tête. Attendez, 10 secondes, je change mes paramètres. Là, c'est mieux, là. Parfait, ouais. Là, c'est mieux. Merci. Ah, Oui, c'est merci. parfait. Ok, bon, je fais une petite intro et après, je passe vite la main à Carole, mais simplement pour rappeler à ceux ou présenter à ceux qui connaîtraient mal la ferme expérimentale des Bordes ou peu ce qu'on y fait. Et après, donc, Carole vous présentera les résultats des différents essais qui sont finalisés sur les cultures d'été. Donc, la ferme expérimentale des Bordes, donc la plupart d'entre vous le savez, mais c'est un partenariat en fait entre un institut technique qui s'appelle Arvalis et 3 chambres d'agriculture. Et en fait, ces organismes-là se sont unis depuis presque 50 ans pour créer un outil de recherche appliquée sur les fourrages. Voilà. Donc, ça fait très longtemps qu'on a ces partenaires-là. Et donc, à partir de l'année prochaine, il faut savoir que la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine va être nouveau partenaire de la station. Donc, on va élargir un petit peu notre rayonnement. Alors, le but, en fait, c'est de mettre en place des programmes expérimentaux pour créer des références techniques, pour que les systèmes en fait, de production, les systèmes fourragers, puissent s'adapter aux différents contextes.
Et comment ça s'articule concrètement? Eh bien, en fait, c'est par la mise en place d'essais agronomiques et zootechniques qu'on réalise en partenariat avec d'autres instituts techniques, d'autres fermes expérimentales, des lycées, d'autres organismes de développement, etc., etc. Tu peux passer, Carole. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la ferme expérimentale des Bordes, c'est une station de recherche appliquée sur les fourrages. Donc, on est parfois identifié comme une station bovine, mais notre domaine d'expertise, c'est le fourrage. Et après, c'est vrai que la valorisation des fourrages, elle est étudiée spécifiquement sur le bovin viande. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes bovin viande. On est un organisme de recherche appliquée, et donc le support en fait de recherche, c'est une exploitation qui fait 146 hectares, donc qui est subdivisée en 3 sites, sur lequel on a en fait 3 systèmes différents. On a un système conventionnel support d'un atelier bovin charolais, qui existe depuis la création de la station depuis 1975. On a un système biologique qui a été mis en place au début des années 2000, sur lequel on va trouver un cheptel limousin. Et on a un atelier d'engraissement spécialisé. Donc, dans ce bâtiment, en fait, eh bien, on y rentre des animaux qui sont achetés dans le but de réaliser des essais sur la valorisation des fourrages. Et donc, c'est un bâtiment qui est assez récent et qui a été mis en place en 2017. Donc, depuis sa création, la ferme expérimentale des Bordes, elle a permis en fait de créer des références sur la gestion de l'herbe et du pâturage, donc toute la méthode de pâturage tournant, sur l'intérêt et la conduite des prairies multi-espèces, donc les mélanges de graminées et légumineuses. Après, il y a eu des travaux de réaliser sur tout ce qui est fertilité des sols, fertilisation et notamment valorisation des produits organiques type fumier, etc., etc. Et évidemment, des références sur l'engraissement des bovins, donc par la valorisation des fourrages, mais aussi par la sécurisation des rations sèches. Voilà. Et puis, on a un retour d'expérience assez complet sur l'engraissement des bovins viande en agriculture biologique, et notamment en ce qui concerne les bœufs de 3 ans. Alors aujourd'hui, notre programme R&D, il a pour finalité en fait de sécuriser les systèmes fourragers dans le contexte du changement climatique. Donc voilà, à chaque fois qu'on met un essai en place, l'idée c'est de répondre à cette problématique-là. On a 3 axes qui nous permettent en fait de mettre en œuvre ce programme R&D. Donc le premier, c'est tout ce qui concerne l'adaptation des systèmes fourragers au changement climatique. Donc on va être vraiment sur la recherche de l'autonomie fourragère et l'autonomie protéique, donc la notion de volume. Comment on fait pour être autonome avec les sécheresses qu'on subit. On a un deuxième axe stratégique qui est lié à la fertilité des sols, qui pour nous est un prérequis fondamental pour faire face au changement climatique. Si on ne maîtrise pas la fertilité de ces sols, eh bien, on va avoir des difficultés à faire face à cet enjeu-là. Et le troisième axe, c'est comment on valorise les fourrages sur les bovins viandes et notamment sur la finition de ce type d'animaux. Donc la diapo d'après, en fait, on a la déclinaison de notre programme de R&D actuel. Un petit problème de débit, on dirait. Donc là, vous voyez, on a 7 thématiques différentes. Alors en fait, parmi ces thèmes, on a différents programmes R&D singuliers. Ce programme de recherche, en fait, on le réalise avec nos partenaires techniques. Donc évidemment, le réseau des chambres et Arvalis. Et après, les autres instituts, que ce soit l'IDEL, l'INRA et évidemment le programme Herbe et Fourrage, avec qui nous a permis quand même de dynamiser ce réseau là, depuis quelques années. Donc, on a des travaux sur l'intérêt de différentes espèces et l'intérêt de mélanger différentes variétés. On a des travaux sur la conduite des prairies, que ce soit le sursemis, la fertilisation, etc. Sur la valorisation des animaux en système biologique. On a réalisé plusieurs essais sur la finition des vaches de réforme. On a des essais sur la valorisation des fourrages pour l'engraissement de bovins. On a travaillé aussi sur l'alternative à la paille sur les dernières années et on est intégré dans le réseau de pousses de l'herbe, notamment via le programme Herbe et Fourrage.
Et donc, en fait, tous ces essais, donc on les réalisait avec nos partenaires techniques, mais on ne pourrait pas les mettre en œuvre sans nos partenaires financiers. Donc, nous, évidemment, on est intégré dans le cas de filière bovin-viande Centre-Val de Loire, qui est un de nos partenaires majeurs. Et on a aussi des essais qu'on réalise avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que on a des partenaires en Nouvelle-Aquitaine et on a des programmes qui sont financés sur des fonds nationaux comme Cap Protéines ou des fonds CASDAR, etc. Donc, ce que va vous présenter Carole, c'est je dirais, c'est le résultat de différents essais conduits sur les cultures d'été, mais voilà, je dirais que on ne pouvait pas évidemment vous présenter l'intégralité de ce qu'on possède comme référence aujourd'hui. Et ce choix-là, il a été fait en lien, je dirais, avec la présentation réalisée par Pauline et par Thomas du 6e programme Herbe et Fourrage, parce que les cultures fourragères d'été, c'est des essais qui ont été conduits au board, je dirais, en lien avec la dynamique d'Herbe et Fourrage, parce que, en fait, voilà, dès les premières collaborations, il a été décidé de développer ce type d'essai pour répondre aux sécheresses qu'il y avait eu en 2019 et 2020 dans nos départements. Pour finir, et avant de donner la parole à Carole, je voulais juste rappeler aux partenaires du CAP qu'on réalise une journée qui est dédiée aux conseillers. Donc, cette journée des conseillers, en fait, on la réalise depuis l'année dernière. On l'avait ouverte aux conseillers des chambres d'agriculture partenaires pour sa première édition. On propose de la renouveler en 2023 et on l'ouvre en fait aux partenaires du Cap Filière, bovin-viande Centre-Val de Loire. Donc c'est une journée qui est destinée aux conseillers, aux techniciens. En fait, le programme est assez simple, hein. C'est une présentation de la station plutôt sur le terrain, hein, pour présenter vraiment ce qu'on y fait et quelques références ciblées. Alors, on ne peut pas présenter toutes les références produites et qui existent sur la station. Donc là, on s'était focalisé pour cette édition 2023 sur l'autonomie protéique et les cultures d'été. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Cécile si vous souhaitez pouvoir participer à cette journée qui sera réalisée le 10 octobre à la ferme expérimentale des Bordes. Si vous avez des questions, revenez vers moi, je vous apporterai des précisions sur les conditions de réalisation. Voilà, donc moi j'en ai fini, puis je peux te laisser la main, Carole, si tu es OK. Ouais, donc du coup, j'enchaîne avec les cultures fourragères d'été. Donc avant ça, je me présente rapidement. Carole Gigot, je suis ingénieure régionale fourrage chez Arvalis et donc je suis basée à la ferme expérimentale des Bordes où j'ai en charge la gestion des essais plutôt agronomie des fourrages. Donc, pourquoi une présentation sur les cultures fourragères d'été? Eh bien, parce que ça se positionne un peu comme un levier, mais bon, un levier quand même opportuniste face au changement climatique. Avant de vous présenter vraiment les résultats des essais qu'on a menés, on va faire un petit point sur justement ce changement climatique et notamment l'augmentation des températures annuelles et surtout estivales, que ce soit à l'échelle de la planète, à l'échelle de la France ou à l'échelle de notre région. Donc, à l'échelle de la planète, il faut savoir qu'on a augmenté de 0,6 degrés Celsius notre température moyenne annuelle par rapport à la moyenne de 1961 à 1990. À l'échelle de la France, on est plutôt à plus 1 degré par rapport à cette moyenne, mais on reste quand même en dessous de la température moyenne de la planète. Et puis, si on se focalise sur la région Centre-Val de Loire, tous les petits graphiques ici qui sont présentés en dessous concernent exclusivement la région Centre-Val de Loire. Eh bien, on constate qu'on va avoir une augmentation de la température moyenne. Ça, c'est indéniable. On va avoir une augmentation aussi du nombre de journées chaudes d'ici 2060. Ça peut aller de plus 18 à plus 50 jours par an de journées chaudes, donc ça dépend des scénarios qui sont retenus. On va avoir une augmentation de la fréquence des canicules, ainsi qu'une diminution des précipitations en été. Donc, si on récapitule, en fait, une augmentation des canicules, des températures et une diminution de la ressource en eau. Ces deux facteurs, ils ont un impact hyper important sur la croissance de l'herbe, notamment au cours de l'été, puisqu'en fait, ici, vous avez en vert
une courbe de croissance classique de l'herbe, donc avec la forme qu'elle a actuellement, avec un pic au niveau de avril-mai, et puis un deuxième pic début de l'automne. Et en fait, avec cette diminution des précipitations et l'augmentation des températures, on va de plus en plus aller vers ce qui ressemblerait à la courbe rouge, donc avec un pic de printemps qui serait peut-être plus élevé parce que du coup des températures plus élevées aussi, mais qui serait précocifié. Et puis après, un trou d'été qui serait beaucoup plus important. Et puis une repousse d'automne qui serait par contre un peu plus favorisée du coup par des températures plus clémentes et plus tard dans l'année. Mais donc du coup, le trou de l'été, il faut réussir à le combler. Et du coup, comment on le comble? D'autant plus que cette période sans production, elle risque de s'allonger. Donc du coup, on se pose la question, quid des cultures fourragères d'été? Est-ce que c'est une solution pour pallier à ce déficit de production pendant la période estivale? Donc sur la ferme expérimentale des Bordes, eh bien, les cultures fourragères d'été, elles sont au banc d'essai depuis 2019. Si on retrace rapidement l'historique des essais qu'on a menés avant de vous présenter les résultats de ces essais, de 2019 à 2020, on a mis des essais en bande où on avait des espèces en pur et aussi des associations de graminées légumineuses dans le cadre du programme Herbe et Fourrage avec un financement de la région Centre-Val de Loire. Donc, c'était le projet dérobe pour ce qui concerne la ferme expérimentale des Bordes. En même temps, il y a eu aussi des essais de mener à l'INRAE de Nouzilly. C'était le projet d'Eroval, si ça parle à certains, où il y avait la valorisation de ce type d'espèce par le cheptel ovin de l'INRAE de Nouzilly. Au Bordes, on a pu tester du coup les légumineuses tropicales qui étaient un peu nouvelles en France, là, le Lablab et le Cowpea, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'inoculum de tester et en tout cas d'homologué sur ces espèces-là. On a fait des petites appréciations de consommation au pâturage en restant très light parce que c'est des protocoles qui sont quand même assez complexes quand on veut voir la consommation pâturage. Et ce n'était pas le premier objectif de ces bandes d'observation. Et pour ce qui est de l'essai en 2020, on a aussi été tester l'effet de l'apport d'azote sur ce type d'espèces. Et on a introduit aussi le teff grasse dans nos essais. Suite à ça, le projet Cap Protéines avec le financement France Relance est arrivé en 2021. Et donc sur 2021 et 2022, sur la ferme des Bordes, on a pu mettre en place un essai analytique, donc avec des micro-parcelles et des répétitions. Où pour le coup, nous, on a testé que des graminées en pur. Il faut savoir qu'en parallèle des plateformes analytiques, il y avait aussi des plateformes de démonstration où il y avait des associations de graminées et légumineuses. J'en dirai 2 mots au moment des résultats. Donc nous, que des graminées et beaucoup de sorgho, multicoupe et monocoupe, avec aussi un suivi cinétique de la valeur alimentaire de ces espèces au cours des cycles de production. Et puis, à partir de 2023, donc, comme l'a évoqué Thomas Rochereau tout à l'heure, on a un nouvel essai qui se met en place actuellement, financé par la région Centre-Val de Loire sur la valorisation au pâturage de ce type d'espèces. Alors, si on passe en revue un peu les résultats qu'on a observés, donc sur les premiers essais en bande, donc 2019 et 2020, je vous ai mis ici rapidement les itinéraires techniques des 2 années d'expérimentation. Donc, pour les 2 années, on était sur la même parcelle. Le précédent, c'était une prairie multi-espèces qui était âgée de plus de 10 ans. Elle a été pâturée au printemps avant l'implantation. Et ensuite, elle a été détruite premièrement chimiquement, le 29 mai. Et ensuite, pour l'implantation de notre plateforme, il y a eu un labour et le semis a été réalisé au combiné herse rotative. Vous allez le voir, on avait des associations de graminées avec soit du Lablab, soit du Cowpea, qui sont des graines de légumineuses qui sont assez grosses. Donc du coup, pour le semis de ce type de modalité, il y a eu 2 passages de combiné herse rotative. En 2019, pas de roulage post-semis, tout simplement parce qu'en fait, le roulage était prévu,
Et en fait, la météo a fait qu'il y a eu des précipitations suite au semis. Et quand on a voulu venir rouler, les espèces étaient déjà levées, donc aucun roulage n'a été effectué en 2019. D'un point de vue fertilisation, il n'y a pas eu d'apport spécifique pour l'essai. Le dernier rapport, c'était sous forme de fumier en août précédent l'implantation de la plateforme, sous forme de fumier de l'exploitation à hauteur de 16 tonnes hectares. Suite à cette plateforme, donc du coup, il y a eu un MCPI d'implanté, donc un mélange céréales protéagineux immature, qui a été récolté tout début mai, avant du coup la mise en place d'un labour pour implanter la plateforme de 2020. Donc là, toujours pareil, semis au combiné herse rotative. Vous remarquerez qu'on sème assez tôt. On n'est pas vraiment sur des dérobés. On est presque sur une culture principale. Là, pour le coup, on a semé le 13 juin pour 2019, le 27 mai pour 2020. Mais vous verrez que pour les essais avec 4 protéines en 2021 et 2022, on a même semé plus tôt que ça. Donc, on est presque sur une culture principale. En 2020, on a eu un roulage post-semis et comme je vous le disais, on a testé aussi la fertilisation azotée. Et donc, du coup, en perpendiculaire de nos bandes, on est venu faire 2 bandes de 12 mètres de large, donc de la largeur de notre épandeur à engrais, avec 50 unités sur toutes nos modalités à 2 dates différentes, puisque pour le maïs, on est intervenu un petit peu plus tard. Et pour notre modalité où on avait du maïs associé au LabLab, on a apporté même 80 unités, tout simplement puisque c'était la recommandation des semenciers qui vendaient le mélange maïs LabLab. D'un point de vue intervention en cours d'essai, aucune intervention en 2019. Et par contre, en 2020, il y a eu un binage du maïs et de l'association maïs LabLab. Donc, concernant les résultats, donc là, vous avez les rendements. En 2019 à gauche, en 2020 à droite. Donc, les rendements qui sont représentés sur leurs données en tonnes de matière sèche hectare. À chaque fois, on a eu au moins 2 cycles de récolte. Un 3e cycle même en 2020 pour le teff grasse. Et vous avez la composition, donc graminées, légumineuses pour chacun des cycles. Les modalités, ici, elles sont représentées donc en abscisse et elles sont représentées dans le même ordre qu'elles l'étaient vraiment dans la parcelle. Avec le côté gauche plutôt sol sèche, à meilleur potentiel. Et le côté droit, on allait plutôt vers un sol à plus faible potentiel. On avait vraiment un gradient de la gauche vers la droite sur la parcelle. On le voit très bien, petit aparté, du coup, sur l'année 2020, où en fait, on a le teff grasse qui est présent de part et d'autre du dispositif. Et on voit bien la différence en termes de rendement avec le teff grasse dans la zone favorable qui fait plus de 5 tonnes et le teff grasse dans la zone défavorable qui fait juste 3 tonnes de matière sèche sur l'année. Si on entre un peu plus dans le détail de ces rendements, ce qu'on regarde, c'est qu'on a plus de 80% du rendement qui se fait sur le premier cycle et avec une très forte contribution des graminées. On voit là sur le premier cycle, nos légumineuses, elles sont représentées en orange. Sur le 2e cycle, elles sont représentées en jaune. Et en fait, on ne voit quasiment pas d'orange et de jaune sur nos graphiques. C'est le LabLab et le Copy qui semblent plus contribuer que les autres légumineuses, mais ça reste une contribution qui est mineure vis-à-vis du rendement global des modalités. En 2019, on voit que c'est plutôt le sorgho piper qui présente les meilleurs rendements. C'est suivi de près quand même par le millet perlé, mais le sorgho piper, c'est un peu une référence maintenant parce que c'est un peu le sorgho que tout le monde connaît. Et ça montrait bien en 2019 que c'était quand même celui qui produisait le plus. On constate aussi que dans les associations, eh bien, les meilleures associations sont celles qui sont avec du sorgho piper également. Ce qu'on observe en 2020, notamment sur cet apport d'azote, c'est qu'il n'y a pas d'effet en fait de l'apport d'azote sur nos rendements. C'est pour ça que du coup sur le graphique, là, vous avez les rendements moyennés avec et sans apport, parce qu'il n'y avait vraiment aucun gain de rendement avec la fertilisation azotée. Cependant, attention, c'est
un seul site, un seul essai, et c'était un essai en bande de démonstration, donc sans répétition, donc c'est quand même compliqué de conclure sur l'effet de l'apport d'azote sur le rendement. J'ai remis ici donc qu'on voit bien effectivement le gradient de sécheresse qu'on peut observer sur la parcelle en temps réel, avec notamment donc le TEF-GRASS qui est de part et d'autre du dispositif. Il faut savoir aussi que le TEF-GRASS valorise plutôt très bien le peu d'eau disponible. Il y a des calculs qui ont été faits notamment par la Chambre de la Creuse sur la valorisation de l'eau par ces différentes espèces. Et le TEF-GRASS était plutôt en haut du tableau sur la bonne valorisation de l'eau. Les meilleurs rendements en 2020 sont observés pour les graminées en pur, avec toujours une très faible contribution des légumineuses dans le rendement. On voit cependant que l'association Maïs Lab est plutôt en haut du tableau, et même la première ou la deuxième, la première je pense, en termes de rendement. Cependant, il faut rappeler que l'association Maïs Lab a été fertilisée entièrement à hauteur de 80 kg d'azote par hectare. Donc voilà pour les rendements. Si on passe aux valeurs alimentaires, c'est quand même le deuxième point qui est hyper important quand on met en place une culture fourragère. Là, on vous a représenté uniquement les données de 2020. Et donc, vous avez les UF en ordonnée et la MAT en abscisse. Pour avoir quelques références, on a positionné les valeurs alimentaires d'un enrubanage de fétuque élevé à début épiaison et les valeurs alimentaires d'un foin de prairie permanente récolté au 10 juin. Et première observation, c'est que quelles que soient les espèces ici qu'on a de représenter, eh bien, on est sur des valeurs alimentaires qui sont très intéressantes comparées à ces deux types de références. Si on entre dans le détail de ce graphique, vous avez une couleur par espèce. Et quand vous avez un point, c'est la partie sans apport d'azote. Quand vous avez un carré, c'est la partie avec 50 kg d'azote par hectare. Et pour le triangle, ici, c'est en fait uniquement pour le Maïs Lab qui a reçu 80 kg d'azote par hectare. Premier point, c'est sur cette association Maïs Lab. On constate qu'on a des valeurs qui sont proches du maïs seul, alors qu'on aurait pu s'attendre à un gain de MAT plus élevé que ce qu'on observe avec du coup l'apport du LabLab dans l'association. Et d'autant plus aussi qu'on apporte 30 kg d'azote supplémentaire sur le maïs LabLab que sur le maïs en culture seule. Donc un peu une déception sur cette association maïs LabLab. Deuxième observation, c'est sur le gain de MAT pour les parties fertilisées par rapport aux parties non fertilisées, et notamment le gain de 3,6 points pour le sorgho octane, donc en bleu clair ici. Donc on gagne de la MAT en apportant de la fertilisation azotée, et on va même jusqu'à plus 4,5 points pour le millet perlé, donc en violet, ici et ici. On ne gagne pas uniquement en MAT, on a tendance aussi à gagner en termes d'UFL. Et notamment, le gain le plus important, c'est encore une fois sur le millet perlé, avec plus 0,11 UFL par kilogramme de matière sèche. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a observé sur notre plateforme de démonstration. Je le rappelle, c'était des bandes de démonstration, on n'était pas sur un essai en micro-parcelle avec répétition, mais a priori, il y aurait eu un effet de la fertilisation azotée sur les valeurs alimentaires, alors qu'on n'en a pas observé sur le rendement. Troisième observation qu'on a pu faire, donc c'est une estimation un peu des préférences des animaux, de la consommation au pâturage. Donc en fait, comment on a procédé, c'est qu'on a mis les animaux à pâturer sur l'ensemble des bandes de démonstration. Et tous les matins à la même heure, on a été voir quelle bande était mieux consommée par rapport aux autres bandes. Les résultats à retenir sur ce type d'observation, c'est que c'est le millet
Perlé et le LabLab qui ont été le moins bien consommés. C'était le dernier choix. En particulier le millet perlé qui était très boudé par les animaux. On a pu observer aussi, en fait, la mise au pâturage, elle s'est effectuée à des stades qui étaient un peu tardifs. Et donc, du coup, il y a eu quand même pas mal de gaspillage sur l'ensemble de la plateforme parce que c'était pas enfin, la valorisation ne pouvait pas se faire dans de bonnes conditions puisqu'on était sur des stades déjà épiés pour certaines des graminées. Autre observation, c'est aussi sur le tève grasse, où donc le tève grasse, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une graminée de très petites graines avec un PMG qui est de l'ordre de 0,4, donc c'est vraiment très très petit. C'est semé en surface et en fait, ça a un pouvoir d'enracinement qui est assez faible dans les premiers jours, enfin pour le premier cycle en tout cas. Et donc, on a pu observer qu'il y avait des problèmes d'arrachage de pieds lors du pâturage, tout simplement parce que c'était assez mal enraciné. L'année dernière, pour essayer de se faire un peu la main sur le pâturage de ce type de couvert en prévision du coup du projet qu'on a mis en place dès cette année, on a mis en place 4 bandes de démonstration où on avait du tève grasse, du sorgho piper, du sorgho digestivo et du moa. Et on a fait pâturer vaches et veaux sur ces bandes de démonstration du 1er au 3 août 2022. Et là, encore une fois, on a observé sur le tève grasse qu'il y avait des problèmes d'arrachage de pieds en premier cycle. Donc là, ce qu'on va faire pour le projet estival, donc qui débute cette année, c'est que le premier cycle sera fauché. C'est aussi ce que nous a conseillé les semenciers. Donc en fait, en venant faucher le tève grasse en premier cycle, il va pouvoir continuer de s'enraciner tout au long de la production du deuxième cycle avant d'être pâturé par les animaux. Globalement, c'est les sorghos qui étaient le mieux consommés l'année dernière et le moa était la bande la plus boudée par les animaux. J'enchaîne avec les résultats de 2021 et 2022, donc de la plateforme qui a été mise en place dans le cadre de Cap Protéines. Donc là, je vous ai mis les données météo de la station de Gelée-Bois, qui se situe vraiment sur la ferme des Bordes, sur la période du 1er mai au 30 septembre. Vous avez les données 2021 ici, les données 2022 ici. Et ce qu'on constate, mais je pense que tout le monde s'en souvient, c'est que 2021 et 2022, c'était 2 années hyper contrastées, puisque quand on regarde les données du bilan hydrique simplifié, donc quand on fait les précipitations moins l'évapotranspiration potentielle, eh bien, en 2021, sur la période du 1er mai au 30 septembre, on était à moins 111 mm, alors qu'en 2022, on était à moins 470 mm. Donc, vraiment 2 années d'essai aux conditions climatiques hyper contrastées. Sachant que nous, sur la station, 468 en déficit bilan hydrique, c'est le record depuis le début des années 2000. Je vous le rappelle ici, dans le cadre de Cap Protéines, c'était vraiment des cultures à part entière qu'on a étudiées, puisqu'en fait, on se met deuxième quinzaine de mai. Donc, du coup, dans une rotation classique, ça peut très bien s'insérer après une prairie sur laquelle on va faire l'exploitation de début de printemps classique et puis on va la retourner pour implanter ce type de culture. Ou ça peut être aussi derrière un métail fourragé. Et c'est notamment ce qu'on a fait sur notre plateforme en deuxième année. Cet essai, il s'est mis en place dans un réseau d'essais. Donc, vous avez ici sur la carte les 4 stations qui ont mis en place le même essai analytique que nous. Donc, il y avait la ferme des Bouviers, donc pilotée par IDEL, l'INRAE de Nouzy, nous et le CIRPO, donc la ferme du Mourier. Donc ça, c'était vraiment les essais analytiques. Sur ces essais analytiques, on a conduit, on a appliqué le même protocole et d'un point de vue fertilisation azotée, on a appliqué entre 60 et 100 kg d'azote par hectare en prenant en compte le précédent cultural. Et les apports en phosphore et en potassium ont été effectués selon l'analyse de sol. Je vous présente sur cette diapo-là les résultats de rendement de la ferme des Bordes uniquement. Les barres d'erreur
représente les écarts types résiduels issus de l'analyse de statistiques. Vous avez donc le rendement en ordonnée, les modalités en abscisse, et à chaque fois, pour chaque espèce testée, vous avez le rendement 2021 et le rendement 2022. En vert, c'est le rendement du premier cycle, et en orange, c'est le rendement du deuxième cycle. Ce qu'on constate, c'est le résultat vraiment à retenir, c'est qu'entre 2021 et 2022, on n'a quasiment pas de différence significative de rendement. Alors que, je vous rappelle, on avait quand même 2 années hyper contrastées. Chez nous, c'est le sorgho Soudan Grass, donc c'est le piper, qui semble le plus décroché en 2022 par rapport à 2021. Mais pour toutes les autres modalités, ça se maintient. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a plutôt une bonne répartition entre le C1 et le C2, d'autant plus en 2022 par rapport à 2021, où 2022, on est vraiment à 50-50. Et aussi, je tiens à préciser ici, donc le millet perlé, en fait, on avait un seul millet perlé en 2021 et on en a mis 2 variétés en 2022. C'est pourquoi ici, il vous manque une barre d'histogramme. Et le teff grasse en 2022 a été semé au board, mais n'a pas pu être exploité parce qu'il y a eu une mauvaise levée, une très mauvaise levée même. On suppose que c'est essentiellement lié à la préparation du sol, qui était beaucoup trop grossière, puisqu'elle a été faite dans des conditions sèches et on n'a tout simplement pas réussi à casser les mottes. Et donc le teff grasse, avec ses toutes petites graines, il s'est perdu dans les mottes de terre. Autre observation particulière sur les boards, c'est qu'en 2021, vous le voyez ici, pour le mot A, on a réussi à faire un seul cycle. Il y a vraiment eu 0 repousse derrière, alors qu'on est intervenu à la même date qu'en 2022 et à une hauteur semblable. Par contre, en 2022, on était sur un stade un peu moins avancé. Donc, on suppose que c'est pour ça qu'on a réussi à faire un deuxième cycle en 2022 et pas en 2021. Je ne voulais pas spécifier, mais sur ce type de plateforme, en fait, on avait donc les espèces multicoupes, dont je viens de vous parler, avec les sorgho multicoupes, le moa, le millet, le teff grasse. Mais on avait aussi des espèces monocoupes, avec comme référence le maïs fourrage. Et donc, ensuite, on avait 4 sorgho monocoupes. Un monocoupe typé grain, un monocoupe sucrier classique, un monocoupe mâle stérile, donc ça signifie qu'il épie, mais qu'il ne fait pas de graines. Et un monocoupe PPS pour photopériodique sensible. Donc en fait, il n'épie pas sous nos latitudes. C'est lié à la photopériode de la France. Donc là, vous avez les rendements de ces couverts monocoupes. Et donc toujours la comparaison 2021-2022. Donc là, on voit quand même qu'entre 2021 et 2022, on a une petite chute. A priori, les monocoupes ont été un peu plus impactés par la météo que les multicoupes. Mais il faut savoir que sur la ferme des Bordes, les monocoupes ont eu une très mauvaise levée en 2022. Déjà, elle n'était pas extraordinaire en 2021. On avait seulement 52% de réussite à la levée, alors qu'on est descendu à 30% en 2022. Mais en fait, ces espèces, ils ont une capacité de talage qui est assez importante. Et donc, alors qu'on pensait presque abandonner la partie monocoupe en 2022, on les a maintenus, ils ont talé pas mal. Et donc, on a quand même réussi à avoir des rendements certes moins élevés qu'en 2021, mais quand même assez similaires. D'un point de vue valeur alimentaire, pour ce type de sorgho monocoupe, on est assez proche d'un maïs fourrage. Si on regarde plutôt les multicoupes, mais donc cette fois-ci, si on regroupe 3 sites des 4 dont je vous parlais tout à l'heure, là, vous n'avez pas le site de la ferme des Bouviers, parce que j'avais encore pas les données. Globalement, on observe les mêmes tendances que si on prend uniquement les données des boards. À l'exception près, c'est que les boards, on avait les moins bons rendements du réseau. Donc là, c'est juste que les chiffres changent un petit peu par rapport au graphe de tout à l'heure, mais on a toujours ce maintien de rendement entre 2021 et 2022. On regarde rapidement les valeurs de MAT, puisque du coup, c'était dans le cadre de Cap Protéines. Donc, la MAT, c'était quand même un des facteurs qui était hyper important à observer. Donc là, vous avez pour toutes les modalités
la teneur en MAT. Donc, lorsque c'est un point, c'est la valeur de 2021. Lorsque c'est un triangle, c'est la valeur de 2022. Et vous avez à chaque fois le site de la ferme des Bordes en vert, le site de la ferme du Mourier en orange et le site de l'INRAE de Nouzilly en bleu. Globalement, en 2022, on a eu des meilleures teneurs à MAT qu'en 2021, surtout pour les Bordes. En vert ici, on voit quand même un hyper gros delta à chaque fois entre le rond et le triangle qui nous concerne. C'est beaucoup moins marqué pour l'INRA de Nouzilly ou la ferme du Mourier. Je ne vous ai pas affiché les UFL, mais c'est plutôt stable. Pour toutes les espèces, on est autour de 0,85. Et je vous le disais au début, sur ce type de plateforme, on a fait un suivi de cinétique au cours des cycles de production. Donc, c'est-à-dire que pour le premier cycle de production, on est venu au stade épi à 10 cm du plateau de talage, au stade dernière feuille pointante, épiaison et floraison. On a fait des prélèvements qu'on a envoyés au laboratoire pour analyse des valeurs alimentaires. Et ce qu'on observe, c'est que la chute de MAT s'effectue entre le stade épi 10 cm et le stade dernière feuille étalée. Sachant que épi à 10 cm du plateau de talage, pour les sorgho, on est déjà autour des 60-70 cm de hauteur, qui est un peu la recommandation pour le pâturage de ce type d'espèces, afin d'éviter du coup la toxicité qu'on a si on intervient en pâturage en deçà. Juste avant de conclure, un petit tableau là pour vous montrer rapidement ce qui a été observé sur les bandes de démonstration qui ont été mis surtout dans des lycées agricoles et notamment le lycée agricole de Châteauroux avec un suivi de la Chambre d'agriculture de l'Indre où en fait on avait sur le terrain toutes les graminées qu'on a pu tester sur les plateformes analytiques sur lesquelles on venait en perpendiculaire avec plusieurs légumineuses. Et donc là, au cœur du tableau, vous avez la contribution au rendement des légumineuses en question, avec en vert plus de 30% de contribution, en jaune entre 10 et 30%, et en orange moins de 10%. Donc là, en fait, ce qu'on observe, eh bien, c'est les mêmes tendances que sur notre plateforme dérobe en 2019 et 2020. C'est la très faible contribution des légumineuses, parce que même pour les cases vertes, on est au-delà de 30%, mais on n'est pas à 40% non plus. On est vraiment sur une contribution très faible globalement sur les plateformes. Donc du coup, se pose quand même la question de la rentabilité économique des associations graminées légumineuses estivales, puisqu'en fait, on les met dans les associations. C'est des légumineuses qui coûtent quand même assez cher et on peine à avoir une contribution significative dans le rendement. Pour conclure, je vous ai listé les choses vraiment à retenir sur nos essais en cours, enfin sur nos essais terminés et ou en cours. Bien, c'est le maintien des rendements entre 2021 et 2022, donc en conditions estivales extrêmes quand même pour 2022. Une augmentation de la valeur alimentaire lorsqu'on a fertilisé avec de l'azote sur notre plateforme de démonstration en 2020, mais ça reste à étudier encore parce que c'était un seul site, une seule année et c'était un essai en démonstration. De bonnes valeurs alimentaires globalement sur les espèces testées. Encore une fois, une très faible contribution des légumineuses en association. On a fait des petites observations au pâturage, mais c'est vraiment l'objectif de l'essai qu'on vient juste de débuter, là, l'essai estival, c'est de voir vraiment comment on les valorise au pâturage. Et puis, chose importante, c'est attention à la toxicité des sorgho. Je vous le rappelle, on n'intervient pas au pâturage avant d'avoir atteint les 60 cm requis. Voilà pour la présentation. Merci Thomas, merci Carole. Je n'ai pas vu de questions dans le chat ni de main levée. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions? Ah, Monsieur Buisson.
Oui, c'est sur la partie contribution des légumineuses. Quand vous parlez de la contribution des légumineuses, c'est-à-dire c'est le rendement même des légumineuses qui est relativement faible ou c'est leur participation à l'augmentation du rendement des autres cultures associées? C'est leur participation au rendement lorsqu'elles sont en association avec la graminée. Donc en fait, il y a Donc eu un c'est un prélèvement de écart, chaque. Comment? c'est l'écart entre ce que fait la graminée seule et ce que fait la graminée associée, c'est ça? Non, c'est vraiment un prélèvement de l'association, un prélèvement en Ok. végétation de l'association graminée légumineuse qu'on trie. Et donc du coup, avec une matière sèche qui est effectuée à l'issue du tri, on sait à combien contribue la légumineuse dans l'association. Ok. Et vous avez noté une différence sur sur la graminée, sur le rendement de la graminée ou pas? Je crois pas. Pauline, tu as suivi le dispositif du coup à Châteauroux. Je ne sais pas si tu as plus d'infos. Ah, oui. Sur la contribution des légumineuses. Sur la contribution des légumineuses, c'était quoi exactement la question? Si Excusez-moi. si la graminée a un rendement différent quand elle est associée ou pas? Non, on n'avait pas d'écart à ce niveau-là. On avait en gros des rendements significatifs, enfin, pas significativement, c'est similaire, pardon, entre la partie association et la partie pure. Ok. Ça ne jouait pas sur le rendement. Ok. Voilà, on avait surtout des variations dues aux combinaisons et puis après l'hétérogénéité de sol plutôt qu'un effet graminé, voilà, sur le rendement. Un effet légumineuse D'accord. sur le rendement de la graminée. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette intervention? Oui, j'avais une question vis-à-vis des dates de semis, parce que vous avez dit qu'elles étaient quand même relativement précoces. Est-ce que selon vous, ça serait quand même possible de semer ce type de culture fourragère après une autre culture, ou est-ce que du coup, ça a forcément une culture principale? Quand vous entendez après une autre culture, c'est par exemple après une orge d'hiver. Par exemple, ou enfin, selon vous, quel type de culture on pourrait mettre avant, si on peut en mettre? Là, en fait, c'est vraiment la réussite à la plantation de ce type de couvert qui va être en jeu. Là, je ne vous ai pas présenté les réussites à la levée, mais on est sur des réussites à la levée qui sont hyper hétérogènes entre sites, entre années, entre espèces, mais qui sont globalement assez faibles. Et donc, du coup, si on intervient plus tardivement, par exemple en ce moment, autour du 20 juin ou derrière une orge d'hiver, on risque de dégrader encore plus cette réussite à la levée. Donc, du coup, c'est pour ça que pour vraiment ce type de couvert qu'on a testé, on préconise plutôt un semis deuxième quinzaine de mai. Et du coup, vu que ça vient pas en suite de culture, on peut peut-être même anticiper encore ce semis, non? Mais Alors souvent, après, il faut faire ça aussi, vient. faut faire aussi attention du coup à la température du sol. Parce que là, toutes les espèces dont j'ai parlé, c'est des espèces qui, pour lesquelles il faut attendre que le sol soit au-delà de 12 degrés, un peu comme du maïs. Et pour le tève grasse, il faut attendre d'avoir un sol réchauffé à 15 degrés même. Donc du coup, oui, on peut essayer d'anticiper, mais attention, ces dernières années, on a des débuts de mois de mai qui sont quand même relativement frais. Donc du coup, il ne faudrait pas trop anticiper et pénaliser aussi du coup la levée de ces espèces. Ça vient souvent derrière un métail-fourrage, quand même, ce type d'espèce. Nous, pour indication, en 2022, on a mis en place la plateforme après donc un métail-fourrage riche en protéagineux qui a été récolté tout début mai, qui a fait entre 3 tonnes 5 et 4 tonnes, je crois. Il faut me reprendre si je me trompe, Thomas ou Antoine. 4 tonnes. 4 tonnes. Et donc derrière, vous avez vu les rendements qu'on a fait. Donc sur l'année, c'est quand même assez sympa quoi, comme production.
Oui, pour être pratico-pratique, ce genre de culture d'été, c'est imaginé dans un schéma d'implantation après la récolte d'un fourrage fin avril, début mai, quoi. Donc, c'est bien 2 cultures la même année, quoi. Par contre, la récolte en grains, c'est beaucoup plus risqué. Donc, voilà, on n'est pas sur les mêmes conditions de réussite à l'implantation. On a une autre personne qui a levé la main, mais du coup, on a juste le diminutif. Oui, c'est Jérôme Laviron, Coopérative Alizé. On constate, nous, enfin, on a beaucoup de polyculteurs éleveurs sur notre zone, là, Yonne, Loiret et Aube, qui ont testé des cultures d'été. Et c'était souvent, alors c'est souvent après des métailles grains ou des orges, et qui ont été très très déçus par des non levés, etc. Et de mettre 100, 200 euros de semences avec rien au bout, ça décourage les agriculteurs. Et je pense que l'alternative là, de le faire au plus tard, au 15-20, enfin la deuxième quinzaine de mai, et pas faire des semis au mois de juin ou après le 15 juin, c'est quelque chose qui pourrait être plus préconisé, parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas continuer, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'éleveurs qui sont déçus de ce qu'ils ont testé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des années vraiment très sèches, hein, 2018, 2019, 2020, 2022, et avec des résultats, avec aucune possibilité de récolte, hein, vraiment des levées très très faibles et puis rien, ou très faible quantité, à peine 1 tonne ou à peine un peu plus d'1 tonne, quoi. Merci pour cette intervention, Jérôme. Est-ce que d'autres personnes, ont des questions ou des remarques ou des retours d'expérience à faire aussi, auprès, de revenants du terrain? Et ben, du coup, on va pouvoir conclure sur, ce premier webinaire. Hop, donc en fait, c'était surtout dans un premier temps pour vous remercier, de vous être, d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce premier rendez-vous de la filière bovin viande. Dans un second temps, c'est aussi, le moment de remercier à nouveau, tous les intervenants qui se sont, mobilisés, aujourd'hui pour un peu enrichir les discussions et donner des informations, intéressantes, aux membres, de la filière et du comité de filière, bovin viande qui se sont connectés aujourd'hui. Heu, pour rappel, on vous enverra, très prochainement l'ensemble des présentations par mail, et aussi on les communiquera en plus de la vidéo, sur le site du Cap Filière, là aussi très prochainement. Et dans le mail, on vous partagera également la journée que nous a présentée, tout à l'heure Thomas Barré à destination des conseillers et techniciens, bovins viande qui, du coup aura lieu le 10 octobre si, si je me trompe pas dans la date retenue. Thomas, si tu Non, peux c'est bien ça, c'est bien ça. voilà. Merci. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Juste Emmanuel Bonnet voulait peut-être dire un mot, donc qui était présent, un coprésident du Cap Filière Bovin Viande. Non, non, tout a été dit. Je vous remercie effectivement l'ensemble des intervenants pour leur présentation. Ça permet quand même honnêtement d'avoir le résultat de ces travaux aboutis qu'on n'a pas toujours le temps de voir en comité filière. Remercier les présents et voilà. Et au prochain comité filière, vous nous direz aussi ce que vous pensez de cette formule, ce que vous voulez qu'on améliore et voilà quoi. Et souhaiter un bon appétit à tout le monde. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne, journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.